pour la dernière de l'année. Évidemment, on va donc faire une rétrospective sur 2021, ce qui nous a plu en littérature, en cinéma, en théâtre, en chanson, avec Clément et Thibaut. Comment ça va? Ça va, super, merci, comme toujours. Ça va bien, content de vous retrouver. On va se concentrer sur le cinéma pour commencer. Oui, alors moi je voulais vous parler d'un film que je n'ai pas vu, mais qui a l'air vraiment incroyable. Et j'ai constaté que beaucoup de personnes apparemment n'avaient pas eu la même impression que moi, donc je voulais quand même partager un petit peu mon enthousiasme pour peut-être donc aller voir ce film. Et si je me trompe, eh bien tant pis. Alors donc ce film c'est La Ballade de Buster Scruggs, qui est le dernier film des frères Coen. Alors si vous connaissez un tout petit peu les frères Coen, vous savez que c'est à chaque fois un petit événement. La sortie de chacun de leurs films, c'est un peu exceptionnel. Un contexte très original, beaucoup d'humour, bon, souvent assez violent aussi, mais ils aiment bien jouer un petit peu sur le côté humour absurde. Et dans le cinéma américain, c'est pas si courant que ça. Alors le dernier film revient sur l'ambiance western, qui s'avait déjà utilisé un petit peu avec No Country for Old Men par exemple, ou dans un cadre un petit peu plus américain, Oh Brothers, mais cette fois-ci donc de façon complètement ironique, parodique. Et alors sous la forme un petit film à séquence. Moi je suis tombé sur la première séquence un petit peu par hasard. En fait j'ai adoré quoi, un humour complètement décalé, qui se moque de clichés donc liés au western, et en même temps de choses qui paraissent bizarres dans la culture américaine, qu'on a un peu du mal à comprendre vu de l'extérieur. Une sorte d'esthétique un peu ce mélange de ce qui a été utilisé aussi un petit peu dans le rock'n'roll même. On peut penser à Elvis Presley, ce genre de choses. Ce genre d'esthétique qui vient du western, qui est tellement bizarre. Donc on utilise un petit peu tout ça avec un personnage qui est une sorte d'anti-héros, mais voilà, il y a un genre de Lucky Luke complètement innocent, légèrement stupide, mais extrêmement bon au tir. Et évidemment qui combat tout le monde, qui bat tout le monde. Le tout baigne dans une atmosphère musicale aussi extrêmement kitsch, donc un peu la musique typique country, mais aussi musique américaine très très particulière. Et je trouve que ça donne vraiment quelque chose qui donne envie de, se permet de penser des choses un peu étranges sur cette ambiance américaine. Et de le voir avec un petit recul, c'est quand même assez chouette. Et maintenant que tu en parles, ça me dit quelque chose parce que je l'ai vu en 2020, je pense, parce que c'était un des derniers films que j'ai vu cette année-là. Et à la fin de cette petite séquence, il y a à chaque fois une chute un petit peu inattendue, si je me souviens bien. Ou du moins sur ce premier-là. Ouais, ça m'avait bien plu. Je pense que certaines étaient un peu inégales parmi Ouais, ces histoires. c'est ce que j'ai cru voir, effectivement. Chacun faisait un petit peu son top en fonction des séquences. Ce qui a énervé d'ailleurs certains critiques aussi, qui se disaient, mais en fait, on est en train de découper le film comme je sais pas quoi, alors que bon, c'est quand même une œuvre qui est pensée pour être vue ensemble. Mais certains avaient même soupçonné les frères Coen d'avoir fait exprès de mélanger en fait des rushs de films pas tournés pour réussir à faire un film avec 100 éléments. Mais apparemment non. Apparemment ce serait vraiment quand même une conception d'ensemble, mais avec des moments différents. Alors moi j'ai pas encore vu la partie avec Tom Waits qui m'intéresse beaucoup. Il paraît qu'elle est moins bien. Moi l'acteur je l'adore donc. Et alors donc la fin sans dévoiler vraiment je trouve qu'il y a une espèce de cohésion d'ensemble sur le thème musical qui fonctionne très bien. Donc le côté justement absurde qui est retransmis par la musique et qui m'a fait penser énormément à Big Lebowski. Vraiment le même genre d'atmosphère. Moi, celui-là m'avait un peu moins plu. Big Lebowski. Je pense que je l'ai vu sûrement il y a un an aussi. Mais ça a un petit peu moins tenté. C'est vrai que c'était un peu un anti-héros qui se disait que de toute façon, qu'il y avait une approche un peu nietzschéenne des choses, que rien ne compte au final, et puis il s'en mêle dans toute une histoire avec des règlements de compte, gangsters ou mafia. Il est un peu mal pris, mais il garde un certain détachement des choses. C'est un héros que rien ne perturbe, mais qui part à la recherche de celui qui a souillé son tapis de maison, son tapis de salon, parce que voilà, là ça le met en colère, et donc il décide d'aller régler le problème, mais toujours avec une sorte de calme et de cool qui a inspiré beaucoup de personnes. Il y a notamment eu une sorte de groupement de gens qui ont décidé de vivre à la manière du héros de Big Lebowski. Et donc ils se partagent un petit peu une sorte d'habit particulier, donc ils ont le fameux peignoir du film. Ils se retrouvent sur des groupes en ligne, ils font aussi des fois des conventions ensemble et tout ça. Et ils partagent une sorte de philosophie effectivement de vie, une sorte de détachement par rapport aux choses, de calme, mais aussi effectivement de vie un petit peu très modeste. Oui, le film là a vraiment créé des fans. Après moi c'est vrai que quand j'ai vu le film, je trouvais que le point de départ était extrêmement intéressant. Donc cette idée, voilà, on avait le personnage, on avait la motivation un peu absurde, mais en même temps épique. Quelqu'un qui part à l'aventure pour un motif vraiment très fort. Par contre, effectivement, la manière de le traiter, c'est vrai que je suis resté un petit peu aussi un peu sur ma faim. Mais après, il y a plus des séquences, quoi. Le héros complètement fou qui est ancien, enfin le second personnage, qui est un ancien militaire du Vietnam et qui se retrouve avec des réactions complètement disproportionnées
en jouant au bowling par exemple. Enfin, ça fonctionne très bien. L'acteur est incroyable aussi, le second rôle dans ce film-là. Voilà, pour le côté un petit peu culte, avant de voir le film, je m'attendais à quelque chose d'autre. Mais bon, mais ça, peut-être que c'est un petit peu aussi trop demander un film culte dans le sens où finalement, c'est plutôt le contraire. C'est plutôt il y a quelque chose qui existe hein, et c'est un petit miracle que ça plaise et que ça crée une espèce d'aura autour. Ça justifie pas forcément après de récupérer cet idéal construit d'un film et de vouloir le replaquer sur l'histoire en disant ah parce que puisque tout le monde, beaucoup de gens l'adorent, alors c'est forcément un chef-d'œuvre. Peut-être qu'on devrait pas voir les choses comme ça finalement. C'est plus se laisser un peu surprendre et peut-être pas non plus aussi trop donner de crédit à ce genre de concept. Je sais pas ce que vous en pensez. Le film pourrait peut-être gagner maintenant à être réédité, un petit peu raccourci, un petit peu améliorer la dynamique, même si le personnage principal a un certain détachement, donc pas lui mettre trop de pression et de rush. Pour garder cette image culte, on pourrait peut-être imaginer une version raccourcie. Peut-être. Moi, c'est un peu quand même les événements qui se passaient, je trouvais un peu trop, je sais pas, j'aurais imaginé autre chose. Sauf, encore une fois, les scènes de fin, là, par contre, qui sont pas mal. Il y a des scènes de bagarre assez très, très bien pensées. Moi, des frères Coen, c'est pas celui qui m'avait le plus marqué. Parce que je regardais un peu la liste pour lesquels j'avais vu, mais No Country for Old Men m'avait plus... surtout Javier Bardem, en fait. Ce que je regarde du film, c'est lui, quoi, finalement. Ça m'a marqué aussi, oui. Une attitude. Et il était tellement froid et calculateur. Vraiment terrifiant, en fait. Ça, oui. Par contre, c'est un film que la fin m'a extrêmement surpris. Pour le coup, la fin m'a vraiment laissé un petit peu justement sur ma. Excusez-moi du jeu de mots. Oui, j'ai pas vraiment compris moi la fin. Je trouvais que c'était trop. Ou alors effectivement, c'est vraiment purement un film d'ambiance. Je trouvais que ça tombait vraiment un peu trop de manière trop brève. Mais oui, l'acteur, la tête de l'acteur déjà, rien que. C'est le problème avec les fins, c'est le plus compliqué en fait dans les histoires. Ça donnait à tout le monde de commencer et puis de terminer. C'est vrai. Et surtout qu'un film, souvent, en fait, on voit qu'une petite partie de l'iceberg. C'est quand même un travail collectif qui peut prendre plein de formes différentes. Et finalement, ce qui survit à tout ce travail-là et ce qui arrive vraiment à l'écran, ça peut être qu'une version vraiment très très différente, très justement allégée, beaucoup de découpes, beaucoup de choses. Et souvent, l'histoire aussi ne ressemble même plus vraiment à ce qui avait été prévu. Il paraît que la possibilité même de faire un bon film cohérent, efficace, etc., c'est toujours à la fin un petit miracle. Parvenir à créer aussi une cohésion en fait à tout ce travail d'ensemble, les questions de budget, les questions de tout ce qui arrive au niveau du tournage. Et c'est ce qui différencie aussi peut-être sur d'autres supports. C'est quand même souvent on oublie, on veut avoir une histoire, on se dit bah voilà, on réfléchit avec des critères habituels, volonté d'auteur et tout ça. Mais le contenu peut être, c'est pas du tout la même aventure quoi à produire apparemment. Donc si on parle de désert, on peut évidemment faire une transition facile avec deux films. Le premier ce serait Power of the Dog de Jane Campion. Et donc ça c'est un film qu'on a tous les deux vu, Tib. Ouais. Et moi mon approche c'est vraiment un film qui est sur la masculinité toxique. On voit l'histoire de deux frères, Phil et George, qui viennent d'hériter d'un ranch dans le Montana. C'est le Montana, mais en fait c'est plutôt la Nouvelle-Zélande, vu que la plupart des scènes ont été filmées là, ou même l'entièreté du film. Et ce sont deux personnalités très différentes. On a Phil qui est plutôt brillant, qui a terminé des études universitaires, qui est cruel aussi, qui ne craint pas le travail manuel, qui ne craint pas de se salir. Il a même une approche assez spéciale avec la propreté, donc se laver une fois par semaine ou une fois par mois, c'est pas ce qui lui importe le plus. Et tandis que George, son frère, il est plus doux, plus réservé et sensible. Et il y a une certaine tension fraternelle dès le départ, qui est plutôt légère, mais qui va commencer à s'amplifier quand George va tomber amoureux et va se marier avec une veuve locale qui a un fils. Et ce fils, malheureusement, dès le départ, il commence à être l'objet de moquerie du frère Phil, donc de son frère macho. Il va y avoir une certaine tension à nouveau là-dessus. Il y a une sorte de triangle en fait entre cette veuve, le frère Phil et le fils. Et donc pendant tout le film, on sent que Phil est joué par Benedict Cumberbatch. Il va essayer d'intimider ce jeune fils et cette femme, et c'est de manière constante. C'est vraiment essayer de chaque fois lui mettre des bâtons dans les roues. Du coup, elle va tomber dans un certain alcoolisme qui va être amplifié quand son fils va commencer à faire copain-copain avec en fait son bourreau. Donc, je vais peut-être m'arrêter là. C'est un film qui est filmé en Nouvelle-Zélande, donc il y a une partie désert, grands espaces. Il y a aussi une partie un petit peu plus forêt, rivière. Donc ça, on voit, il y a deux parties. Il y a une partie plus intime, donc quand Phil se retrouve tout seul, il essaye de se ressourcer, donc il y a
il y a tout un thème dont on ne va pas discuter pour ne pas spoiler le film. Il a comme ça deux personnalités, donc celle qu'il montre au public de macho et puis le côté plus sensible, peut-être un petit peu qu'il cache, qui est vraiment au fond de lui et qu'il dévoile uniquement quand il est de retour dans sa partie de forêt. Oui, oui. Pour moi, c'est ça un des grands mérites du film, hein, d'ailleurs, c'est qu'en fait, les apparences sont trompeuses, hein, finalement. Ça a été plus complexe que ce qu'on aurait pu deviner au début. On pourrait se dire au début, en fait, c'est un bête triangle en fait amoureux où on a déjà vu ça plein de fois au cinéma. On a un frère macho, ok, et puis finalement, on peut dire, bah, en fait, il est jaloux parce qu'il a aucune estime pour son frère plus fin, on va dire, que lui, et pourtant c'est lui qui se marie en premier. Et le film se limite pas à ça, donc ça c'est pour moi vraiment un des grands mérites. Et puis moi j'étais content de retrouver Jane Campion. Moi j'avais pas vu, enfin dernièrement elle n'avait pas sorti, il me semble, elle s'était surtout concentrée sur une série. Et donc moi le meilleur souvenir que j'avais c'était la leçon de piano, bien entendu, D'accord. film qui avait été primé à Cannes. Et donc je trouve dans la manière de filmer, les grands espaces, tout ça, c'est du vrai cinéma quoi. Et avec une certaine sensibilité aussi. Même si c'est un univers rude, forcément, puisque c'est quoi exactement l'époque? C'est début 20e ou fin 19e? 1920. Voilà, disons. début 20e. Donc, univers masculin, rude, et pourtant avec beaucoup de sensibilité. En tout cas, le trailer donne très envie. J'aime bien les attitudes des personnages. Donc il y a le deuxième frère, vous disiez que t'es un peu plus civilisé, qui boit le thé, un décor très très ouvert aux quatre vents, avec Kristen Dunst. Voilà. Bah, c'est une scène qui a l'air très belle. Le contraste justement l'intimité du thé et puis le paysage autour. Et c'est aussi un chouette duo, donc j'ai oublié son nom, mais ils ont joué dans Fargo, dans une des saisons, où ils étaient tous les deux en fait bouchés. Et puis comme ça se passe toujours comme ça dans Fargo, donc on a un couple ordinaire qui tombe un petit peu dans la violence, puis c'est l'engrenage. Ça joue bien ensemble, je dirais. Oui, et puis Benedict Cumberbatch, il sait jouer beaucoup de choses hein, finalement. Parce qu'au départ, c'était Sherlock, pour ça que je l'avais vu. Et puis bon, maintenant, il joue aussi dans des super productions. Je l'ai vu dans une sorte de biopic sur la machine Enigma, c'était lui. Hein. Imitation Game. Oui. Ouais, c'est ça. Donc très bon aussi. Et là, de nouveau, un rôle complètement différent. Je trouve qu'il a une palette de jeux assez large. En fait, il jouait Alan Turing, je pense, dans ce film, non? Oui, c'est ça, c'est ça. Il a une voix aussi très particulière. Ouais. Moi, je dirais qu'il m'a assez convaincu dans la partie intimidation, mais je vois qu'il y a quand même une limite entre l'intimidation et peut-être son côté mauvais qu'il pourrait avoir, qui ne me convaincrait pas tant que ça. Donc, tu vois que ça reste quand même quelqu'un de bon, et je ne sais pas s'il parviendrait à jouer quelqu'un de mauvais d'un point de vue violence. Il faisait sa partie intimidation, par exemple, quand il joue de la guitare, enfin un banjo. Ouais. Un banjo, oui. Et que Kirsten Dunst essaye de répéter le piano. Il a un petit sourire, mais on voit que il prend du plaisir à l'embêter. Je le vois pas passer à l'acte et par exemple, se battre à main nue avec quelqu'un ou être violent et foncièrement mauvais. Physiquement, il fait penser tout d'un coup à Vincent Cassel en France. Il est meilleur acteur que Vincent Cassel, hein, ça, indéniable. C'est vrai qu'il y a un petit air, oui. Et puis au niveau justement un peu contraste de personnage, je trouve Vincent Cassel, c'est aussi quelqu'un qui joue souvent des rôles un peu différents, quoi, des rôles qui peuvent être très durs. Vincent Cassel, il fait du Vincent Cassel, il cabotine beaucoup. Non. Je trouve, en termes de jeu, je trouve que c'est pas du tout comparable. Quoi. Benedict Cumberbatch, c'est quand même une autre catégorie d'acteurs, quoi. Si tu ne le vois pas violent, Max, il a quand même joué dans plusieurs films de super-héros, donc peut-être que là, tu serais, tu serais un peu plus convaincu. J'ai pas vu, hein, mais genre parce que je vois qu'il a été dans Avengers, Thor. Oui, c'est pas. Enfin, ils sont toujours en cape, mais je me rappelle avoir vu comme ça une longue cape. Doctor Who, non, je confonds peut-être. Il joue Non, c'est possible. J'ai pas vu. Une sorte de magicien, un truc comme ça. Oui, je vois une photo apparemment dans Thor, et là une petite barbe autour de la bouche. Ils lui ont mis une espèce de cape de druide. Niveau transition, désert. Il y a un deuxième, c'est le film Dune. Ah oui, absolument. Est-ce que vous l'avez vu? Non. Clairement. Moi, on m'en a énormément parlé. C'est comme si je l'avais vu, mais je l'ai pas vu. D'accord. Mais je vais t'écouter avec plaisir. Et donc, c'est basé sur le livre éponyme de Frank Herbert, si je me souviens bien. Donc, ça a été réalisé par Denis Villeneuve. Et en fait, au départ, je voulais célébrer mon retour dans les salles obscures avec ce film. Mais au final, ça a été via un James Bond. Donc ça, on pourra peut-être en parler après. Le film est visuellement assez plaisant. C'est dans le désert, vraiment beau. C'est le désert de Jordanie, Wadi Rum. J'ai eu l'occasion de visiter ce désert il y a quelques années. Donc c'est un désert qui a déjà accueilli quelques scènes, par exemple des scènes mythiques comme le film Laurence d'Arabie, où il traverse le désert, je pense que c'était
à cheval. Bon, il devait sûrement y avoir des chevaux aussi à un moment. Et ne connaissant pas vraiment l'œuvre Dune, je m'attendais pas à voir tant de ressemblances avec Star Wars, par exemple. Ah oui, d'accord. Et n'étant pas un expert de Star Wars, j'ai en fait découvert que George Lucas s'était bien inspiré de Dune. C'est un livre qui a 50 ou 60 ans en fait. Il s'est bien inspiré de cette œuvre-là pour créer Star Wars. Donc à certains moments, on voit quand même des vaisseaux spatiaux, il y a comme ça des explosions sur une planète ou l'autre. Et c'est un univers où vraiment il y a des voyages interstellaires. Moi, ce que je regrette peut-être, c'est un petit peu la lenteur et le fait qu'on n'ait pas vu assez de désert. Parce que Ah oui, quand on parle de Dune, moi je oui. pensais qu'on passerait les 3 quarts du film là-dedans. Bah oui. Ça a été assez lent pour arriver. Vers la fin du film, ça suggère évidemment une suite donc, qui sera, je l'espère, plus centrée sur le désert et sur en fait le peuple nomade des Fremen. Je conseille quand même le film, mais j'avais des attentes, comme tu disais Clément, Un ça peu avait déçu. déjà été rapidement élevé à un Ah certain oui. niveau de culte. J'ai été un petit peu déçu en fait et ça Ouais. me fait un peu mal de le dire, mais je m'attendais à plus. Donc on verra pour le deuxième. On m'a expliqué donc une personne que je connais qui est complètement qui adore la série mais des livres et qui a vu aussi donc toutes les adaptations. En fait apparemment ce réalisateur est beaucoup plus proche des livres que par exemple la version de David Lynch. En fait David Lynch il a vraiment fait un film à lui avec son style mais du coup c'est plus du David Lynch que du Frank Herbert. J'avais quelques réticences aussi c'est pour ça que je l'ai pas encore vu mais ça va peut-être pas tarder quand même mais en fait le réalisateur c'est celui qui a fait aussi une version de Blade Runner, je pense le deuxième. Et la deuxième version a quand même pas mal dénaturé le style, l'ambiance du premier. Voilà, au niveau esthétique, je trouvais ça un peu dommage. Après, ça fonctionne peut-être mieux dans Dune. Un peu le côté, je sais pas, esthétique un peu jeu vidéo, une espèce d'ambiance un peu fondue aussi, un peu moins précise. Mais apparemment, ouais, donc du côté de l'histoire, et pas seulement l'histoire, mais aussi le fait de faire attention à ce qui dans l'histoire plaît aux fans, et qui est en fait tout l'aspect un petit peu plus philosophique. Donc il y a pas mal de digressions dans le livre sur un peu des réflexions générales sur la vie, sur plein de choses comme ça. Et du coup qui rajoute un petit côté un peu original à ces livres-là, qui n'existe pas dans la suite des livres. Donc en fait il y a plusieurs, donc évidemment plusieurs tomes. C'est assez long, mais alors il y a apparemment une grande suite assez connue aussi. Mais là par contre qui a été écrite par d'autres personnes, qui a complètement oublié l'aspect un petit peu réflexif et qui se consacre uniquement à un peu des histoires d'amour entre certains personnages pour faire revivre l'ambiance des premiers livres, qui déçoit beaucoup ceux qui aiment bien les premiers livres. Est-ce qu'au niveau philosophique, moi je m'attends pas non plus à quelque chose complètement démentiel, mais est-ce que par rapport à, je sais pas, un film de super-héros hollywoodien, est-ce qu'on trouve des choses un peu plus spécifiques, un peu originales, ou au niveau des punchlines? Je dirais il y a peut-être un côté un peu plus sensible. Par exemple, le fils, le personnage principal, et sa mère ont certains dons, des pouvoirs, mais on ne va pas vraiment exagérer là-dessus dans le film. Donc, c'est plus ou moins suggéré quelquefois d'utiliser ces pouvoirs-là avec parcimonie, qu'il faut les développer, que c'est un travail de longue haleine. Mais ça Mais reste quand même assez classique quoi, dans le genre de... oui, c'est Ouais. assez loin des X-Men, etc. Donc Ah oui, quand même, d'accord. c'est plus posé. Côté un petit peu plutôt magie noire, mais ils sont pas non plus exclus de la société. Donc c'est simplement une catégorie à part d'êtres humains, sans être exclus comme on pourrait le voir dans les X-Men qui sont vus comme des mutants et des indésirables. Et du point de vue politique, très souvent dans les productions américaines, on retrouve des échos un peu de la situation mondiale. Est-ce que il y a des choses qui t'auraient frappé en regardant le film ou... Clairement, ce qu'on voit, c'est une sorte de mise en miroir du colonialisme, parce qu'il y a cette ressource que tout le monde veut posséder, qui est ces épices que les Fremen possèdent, entre guillemets. Ça vient donc du désert où on peut la récolter. L'idée, c'est que ce peuple est sous pression. Il y a une certaine oppression, donc disons différentes peuplades de différentes planètes qui, tour à tour, peuvent avoir contrôle et peuvent gérer ces ressources. Mais donc, c'est en tant qu'envahisseurs. Donc, à chaque fois, ils ont une base, mais c'est chaque fois une autre peuplade qui va venir gérer cette base suite à des accords, suite à des droits donnés par un empereur qu'on ne voit pas. Mais il y a une tension entre ces peuplades sur qui peut avoir accès à ces ressources, parce que ça permet par exemple de voyager. C'est une sorte de carburant qui est utilisé pour voyager entre les planètes, une sorte de carburant interstellaire.
Et donc, évidemment, c'est les Fremen qui sont une peuplade du désert. Donc, on pourrait voir ça comme les peuples arabes d'aujourd'hui qui se font envahir pour le pétrole, parce que c'est évidemment ce qu'on utilise après pour pouvoir voyager, même si c'est plutôt sur terre et sur les mers, peut-être un petit peu dans les airs, mais ça se limite là. Et donc, il y a cette tension entre ces peuplades avec des attaques, avec des actes de sabotage ou de terrorisme. Donc, on retrouve ce côté un peu colonial ou post-colonial, néocolonialisme peut-être. Pour ma part, donc c'était en juin, je pense que les salles ont rouvert. Donc moi, ça a été une très grosse année cinéma. Je peux pas dire que j'étais en manque, mais c'est à peu près ça quand même. Il y a eu beaucoup de sorties très intéressantes depuis lors, sans doute parce que beaucoup de films en fait ont attendu sur des étagères et donc mais maintenant on a vraiment une foule de sorties chaque semaine. On est un peu obligé finalement de courir au cinéma si on veut être sûr de ne pas manquer les films, parce que oui, il reste pas longtemps à l'affiche puisque ça se bouscule. Et donc, moi j'aimerais bien vous faire mon top 5 de l'année. Alors il y en a un film dont on a déjà parlé qui est dedans. J'ai vu quand même de très très belles choses et voilà, c'est ce que je souhaiterais partager avec vous. Alors en numéro 5, c'est un film français qui s'appelle Le Discours, film de Laurent Tirard, qui est basé sur un roman, je pense, de Fab Caro. De quoi ça parle? En fait, c'est un gars dont la sœur se marie, en fait. Donc lui, il est en couple et puis plus trop en couple. Donc voilà, il vit un peu sa vie comme ça. Mais alors, on lui demande de faire un discours donc à un mariage et il entre en panique totale parce que qu'est-ce qu'il va pouvoir bien dire? Et tout le film, il va imaginer des discours qu'il va faire et à chaque fois, évidemment, c'est un peu foireux. Et en fait, je pense que quand on lit, j'ai pas lu le roman, enfin le livre, mais ça devait être sans doute assez difficile à imaginer comme adaptation. Mais ce qui est ici vraiment, vraiment bien fait, c'est la mise en scène. Parce que le personnage principal, il est interprété par Benjamin Laverne et il s'adresse vraiment au spectateur à chaque fois. Et il les prend un témoin, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, qu'est-ce que je vais pouvoir bien dire. Et dans la mise en scène, donc déjà ça c'est assez bien fait, mais surtout, comment est-ce que le réalisateur parvient à entrer finalement dans la tête du personnage, où il imagine ses discours. Les transitions sont toujours vraiment extrêmement bien faites, et donc c'est inventif en termes de mise en scène. Et puis moi, je veux dire que Benjamin Laverne, ça fait quelques films maintenant que je vois avec lui, et je le trouve toujours vraiment très très bon, quoi. Et donc l'acteur principal casse le 4e mur plusieurs Exactement. fois. D'accord. Exactement. Et d'ailleurs, ce qui est très drôle aussi, c'est la scène d'entrée. C'est bon, au lieu de l'habituel générique, hein, où on a le titre, les acteurs, le réalisateur. Hein, et ben là, il arrive devant un rideau rouge et il dit, voilà. Mais donc dans le film Le Discours, l'acteur Laurent Tirard, on retrouve dans les acteurs Benjamin Laverne et il fait la liste comme ça. Donc comme s'il présentait une pièce de théâtre quoi, finalement. Et finalement, c'est pas sans lien, hein, c'est un peu une pièce de théâtre. Hein, tout ce film, cette imagination qu'il doit avoir pour trouver un discours pour sa sœur. Ça fait penser un peu au genre de l'impro, des matchs d'impro. Ouais, peut-être. Mais c'est assez atypique en fait hein, comme film. Donc ça vaut la peine d'être vu. Quand tu parles du rideau rouge, Alain René, il a un peu ce côté-là de vouloir un peu toujours mettre une sorte d'originalité dans surtout le générique de fin ou de début. Il est toujours Ah oui, d'accord. Alors numéro 4, c'est toujours un film français et c'est Illusion perdue. Donc c'est de Xavier Giannoli. Ça c'est l'adaptation d'un roman assez touffu de Balzac. Film assez long je pense qu'il fait presque 2h30 ou ce que je trouve qui est vraiment pas mal ici, c'est que en fait bon le roman il est déjà donc très gros. Hein, je pense qu'il y a au moins bien 500-600 pages. Bon adapté du Balzac aujourd'hui, on peut se dire que c'est quand même un peu daté. C'est un film de costume poussiéreux, etc. Ce qui est vraiment bien ici, c'est que le réalisateur arrive à en faire quelque chose de très actuel, puisqu'en fait, on suit un jeune homme un peu naïf en province, qui est amoureux d'une comtesse, ou en tout cas d'une noble de la région, qui est mariée. Et en même temps, il est un peu poète à 16 heures, et il va monter à la capitale pour suivre un peu cette femme et essayer de devenir quelqu'un. Et c'est là qu'il va peu à peu perdre un peu toutes ses illusions, d'où le titre. Donc Xavier Giannoli, moi j'avais vu de lui le film Marguerite avec Catherine Fro, je ne sais pas si vous voyez. Oui. Donc le film était très bien déjà à Marguerite, mais moi ce que j'avais un peu reproché à l'époque, c'était que Catherine Fro était géniale évidemment et écrasait un peu tout le reste. Et le second rôle n'était pas toujours bien dessiné, pas toujours utile ou pas assez bien creusé. Ici c'est tout l'inverse, on a une galerie de second rôle avec de très bons acteurs. On retrouve notamment Vincent Lacoste qui quitte un peu son rôle d'éternel adolescent chieur. Là, vous voyez,
qui finalement est agaçant parce qu'il joue toujours le même rôle, mais là il a quelque chose D'accord. de très différent. Un Mhm. type qui sort il est rédacteur en chef d'un journal en fait qui s'amuse en fait à se moquer de certaines choses. C'est ça qui rend en fait le propos aussi le film très actuel, Mm. c'est que en fait c'est comment la presse, enfin en fait il y a une certaine presse en tout cas à l'époque, je sais pas si c'est vrai, en tout cas c'est ce que le film illustre, une certaine presse qui se vend en fait à pas réalisateurs, mais en tout cas des metteurs en scène de théâtre. Et donc, qu'est-ce qu'il faut aller Mhm. voir à Paris à ce moment-là? Ben, en fait, ces journaux-là, ils font des critiques au plus offrant, Mm. quoi, finalement. Il y a aussi beaucoup de choses. Il y a une ère où l'information, aujourd'hui, c'est devenu un métier où on n'a plus trop confiance. En tout cas, les médias on voit que les gens n'ont plus trop confiance. Ben, en fait, là, à ce moment-là, ben, comment est-ce qu'on peut avoir confiance en des médias qui, en fait, disent parfois un peu n'importe quoi, retournent leur veste parce que un autre a donné un peu plus d'argent. Et c'est pareil aussi pour cette pièce de théâtre où, en fait, on achète je sais pas si ça se fait encore aujourd'hui, on achète la claque, quoi. Hein. Et donc, pour Mhm. être sûr que la pièce en fait, pour lancer la pièce, il faut que la première soit vraiment très bonne. Et donc, on peut acheter la claque. Comme ça, oui, ça devient un triomphe. Mhm. Ou au contraire, tu as des concurrents qui achètent les lancers de tomates, quoi. Hein. Enfin, je sais pas si c'était, je sais plus si c'était encore des tomates, mais D'accord. c'est un peu ça aussi. Et donc, on eut Mhm. complètement, en dépit de toute de la qualité de la pièce Mm. des interprètes, quoi. Hein. Donc c'est une monétarisation de la critique en fait aussi finalement. Oui, un Donc, peu. Et, mm. ce qui est vraiment bien, c'est que moi, je vous avoue, les films en costume, en général, j'y vais avec des pieds de plomb parce que je trouve que c'est ça fige un peu les postures. Et ici, au contraire, le film est dynamique. En fait, comme le propos est assez bien actualisé, mais je pense que le roman de Balzac, en fait, pourrait tout à fait être. Mais c'est pour ça que je l'ai acheté, en fait. Donc, peut-être Mhm. qu'on en reparlera un peu plus tard quand je l'aurai lu. Surtout que le roman donc, se prêtait bien à une actualisation. Et les comédiens existent en dehors de leur costume, quoi. Ça, c'était bien. On retrouve Mhm. Cécile de France aussi dedans. J'ai oublié le nom du Mm. patron des journaux, donc le chef en fait Et de Vincent Lacoste, qui est très très bon aussi, et l'acteur mhm. principal qui est touchant de naïveté, quoi. Il a joué dans Été 85 de François Ozon, où il s'était fait remarquer. Mhm. C'est Benjamin Voisin, voilà. Benjamin D'accord. Voisin. Ah oui, et aussi, ce qui est marrant, c'est qu'on Mhm. retrouve Xavier Dolan, qui fait la voix off. Xavier Dolan, vous voyez, c'est le réalisateur québécois. Ben, il n'a pas du tout d'accent, en fait, là-dedans. Donc, Oui, 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 d'accord. c'est assez troublant et Mhm. il n'a pas du tout, forcément pas du tout le même genre de rôle, c'est pas du tout ses films aussi. Donc, il y en a, c'est un peu le contre-pied de tout ce qu'il a pu faire Ah jusqu'ici. ouais, d'accord. Oui, j'avais entendu aussi une réaction assez forte sur un de ses premiers films, là, comme J'ai tué ma mère. Oui, Xavier Dolan, c'est un peu on aime ou on déteste. Hein. Mais là, pour le coup, je pense que ceux qui ne l'aiment pas peuvent l'apprécier. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Sur ce thème de copinage entre les médias et les producteurs de pièces de théâtre ou de films, il y a une série maintenant sur Netflix, c'est 10%. Ah oui, Tu en as peut-être entendu c'est parler? c'est France Télévisions hein, au départ, c'est une série Ah France oui, 2. Hein. oui, voilà, voilà. Et ben, là-dessus, évidemment, on voit vraiment donc, tout ce qui est copinage, les petites entourloupes pour essayer soit de placer ses acteurs, donc c'est protégé, donc c'est une agence où les agents ont un portfolio d'acteurs et vont essayer de les placer, ou de comédiens, et vont essayer de les placer dans des films. Et donc il y a toute cette bataille pour avoir les meilleurs talents, pour les placer sur des films qui vont rapporter. Et donc c'est vrai qu'il y a aussi certaines manigances là-dessus. Et c'est joué avec donc de vrais acteurs. Bon, tu parlais de Cécile de France, elle joue dans le premier. Il y a aussi Lucchini, il y a François Berléand et d'autres. Donc et puis c'est aussi sympa. C'est entre le drame et la comédie, un style assez difficile à définir, mais qui semble un peu montrer l'envers du décor et des agences d'acteurs. Donc ça, Mhm. c'est pas mal aussi, oui. J'ai pas vu les deux premiers, je pense que j'ai vu la saison 3. Plu et ça m'a vraiment beaucoup plu. Ben, il y a Camille Cotin dedans qui joue une des agents. Ce qui est vraiment bien dans cette série, c'est que c'est les acteurs qui jouent leur propre rôle, qui sont eux-mêmes. Quoi, hein, et bon, ça nécessite quand même pas mal d'autodérision aussi pour faire ça. Et j'avais déjà entendu que ben, tous les acteurs n'acceptent pas de faire ça. Quoi, parce qu'ils en prennent parfois pour leur grade. Quoi, ils montrent leur caprice de star. Et comment parfois ces parfois pauvres agents doivent supporter ça. Et puis, à d'autres moments, c'est plutôt les agents qui essayent d'en tirer le maximum. Quoi. Ouais, c'est très, très bien fait. Alors, si je poursuis, ben, en numéro 3, on en a parlé, c'est le Jane Campion de The Power of the Dog. Donc ça, je vais pas m'étendre là-dessus. Par contre, les deux premiers, pour moi, c'est vraiment deux chefs-d'œuvre et deux films qui, pour moi, resteront aller dans mon panthéon des meilleurs films que j'ai vus de tous les temps, si on peut dire. Ils resteront vraiment. En numéro 2, c'est Nomadland, donc de Chloé Zhao. Donc, c'est le premier film que j'ai vu à la réouverture des salles en juin. Et je peux d'autant plus dire que c'est vraiment excellent qu'aujourd'hui encore, il me reste quelque chose. Quoi. Donc 6 mois après,
pour moi la marque des très grands films. Et alors, en fait, on retrouve là, quelque chose qui est en fait assez inconnu chez nous, mais qui existe aux États-Unis. Des gens qui sont obligés de vivre dans leur van, et souvent même des gens qui devraient être pensionnés en fait, parce que les systèmes de protection aux États-Unis ne sont pas les mêmes qu'en Europe, et donc des gens qui sont obligés de continuer à travailler, qui n'ont pas assez d'argent pour avoir une maison, des choses comme ça. Alors pour certains, c'est un peu un art de vivre, on va dire, et pour d'autres, c'est plus un pis-aller, quoi. Ils sont obligés un peu de faire ça. Et donc on suit en fait Frances McDormand, qui a eu l'Oscar, je pense, de la meilleure actrice pour ce film. On la retrouve chez Amazon pendant une période de l'année, puis elle doit bouger pour aller à un autre endroit. Tout au long de sa route, en fait, elle rencontre des gens qui vivent un peu comme elle. Et alors, je pense, j'ai déjà parlé de ce film lors d'un podcast précédent. Vraiment, le film continue à vivre en moi encore aujourd'hui. C'était presque un documentaire même. Tout à fait. Tous les personnages secondaires autour d'elle, en fait, ce ne sont pas des acteurs professionnels, ce sont vraiment des gens qui vivent en van. Elle-même s'est immergée dans cette vie puisqu'elle a passé quelques semaines ou quelques mois pour être sûre de comprendre que ces gens ont au quotidien. Donc ça demande un certain travail. Allez, bon, elle n'a plus rien à prouver, hein. Frances McDormand, bon, elle est très reconnue aujourd'hui. Mais c'est justement la femme d'un des frères Cohen. On aurait pu faire une belle transition, tiens, tout à l'heure, mais j'aurais dû y penser. Ça, tu me l'apprends, je n'étais pas au courant. Ça demande quand même du travail de devoir s'immerger comme ça, alors qu'elle pourrait dire, moi, j'ai pas envie de faire ça, mais non, non, non. Je trouve ça assez noble aussi pour des acteurs reconnus comme ça, de continuer à travailler à ce point. Et alors, mon numéro 1, en fait, c'est un film que j'ai eu avant-hier, vendredi soir, qui est formidable, et que là, je suis sûr aussi que je pourrais vous dire dans quelques mois qu'il en restera toujours quelque chose. C'est La main de Dieu ou The Hand of God, Paolo Sorrentino. C'est un film Netflix comme le Jane Campion, donc il est sorti en Belgique 15 jours avant la sortie sur Netflix. Et là, je recommande vraiment d'aller voir en salle parce que bon, Paolo Sorrentino, moi j'avais vu La Grande Bellezza. C'est vraiment un esthète, hein, donc on a des plans magnifiques. Pour moi, ça apprécie d'autant plus sur grand écran. Enfin, ça fonctionne en télé aussi, mais pour côté immersion, rien ne vaut le cinéma pour ça. Et alors, qu'est-ce qu'on a ici? En fait, je ne sais pas si on peut parler de film d'apprentissage, je ne sais pas si ça existe. Bon, le roman d'apprentissage, ça on connaît bien. Mais ici, c'est un peu la même chose, mais donc au cinéma, puisqu'on suit en fait un jeune adolescent qui est dans une famille, donc c'est en Italie, à Naples. La main de Dieu, parce qu'en fait, le contexte, c'est que c'est à l'époque où Maradona arrive en fait au club de Naples. Voilà, le garçon est passionné vraiment par Maradona, et comme beaucoup de gens. Et donc, voilà, ça, c'est un peu le point de départ du film. Mais ce n'est pas du tout un film sur le foot, hein, je précise, parce que sinon, je ne serais sans doute pas allé. Et donc, il vit dans une famille où il a un frère, il vit avec ses deux parents, et bon, il y a certains dysfonctionnements dans la famille. Il vit, et à la fois, en fait, c'est sa vie, donc des moments très drôles en famille et tout ça, et puis des moments beaucoup plus tragiques. Et donc, c'est comment est-ce qu'il va arriver à se construire avec tout ça. Je trouve que le film avance un peu masqué au début parce qu'on ne voit pas. Il n'est pas directement centré sur ce jeune garçon. C'est plutôt, on voit la famille dans son ensemble. Ils ont parfois des réunions de famille où ils se tirent un peu les uns dans les pattes parce que voilà, il y a beaucoup d'humour, beaucoup de moquerie. Et donc c'est un film aussi très drôle, franchement, il y a des situations burlesques. Et donc peu à peu, en fait, le film se recentre sur lui. Ben, il va rencontrer des personnes en fait qui vont l'aider à se construire lui. Donc c'est vraiment formidable parce que bon, c'est magnifique dans la manière dont c'est filmé, c'est des plans très beaux, mais sans exagérer parce qu'on reproche parfois à Sorrentino ça de plus privilégier la forme que le fond et un peu une coquille vide. Ici c'est tout l'inverse, il y a un fond très très présent et les moments justement où il étend le champ de la caméra font sens avec le personnage central. Le personnage central donc, qui est interprété par un jeune acteur inconnu, je pense. C'est Filippo, que je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a reçu le prix de meilleur espoir à la Mostra de Venise, parce que le film a été présenté là-bas. Il avait reçu d'ailleurs le Lion d'argent. Filippo Scotti. Oui, voilà, Filippo Scotti, prix Marcello Mastroianni du meilleur espoir à la dernière Mostra. Moi, il me faisait un peu penser en fait à Timothée Chalamet dans Call Me By Your Name. Très très bonne prestation, très solide déjà, donc pour moi un acteur à suivre. Alors j'aime beaucoup aussi le fait chez Sorrentino qu'il arrive en fait à filmer à la fois le vulgaire et le très beau et à faire cohabiter tout ça ensemble. C'est un film très personnel aussi parce qu'on sent qu'il y a mis beaucoup de lui-même, au contraire de La Grande Bellezza justement où là voilà, il filmait la décadence en fait de Rome. Ici, voilà, c'est un film qui est sans doute marqué par sa jeunesse aussi. Il y a des moments sublimes, des scènes où voilà, je ne vais pas raconter toute la scène parce que c'est assez drôle et en même temps, oui, il faut la voir. Mais en tout cas, à un moment, il est avec une baronne un peu déchue, on va dire.
et qui lui dit, voilà, je t'aide à voir l'avenir. Il faut vraiment que tu te concentres sur l'avenir et de penser à toi. Il y a aussi une scène avec un réalisateur où il lui dit, ne te délite pas, ne te délite pas. Donc voilà, je trouve que ce sont des scènes très très marquantes. Et voilà, donc vraiment un chef-d'œuvre, vraiment, que je conseille absolument. Film très marquant, magnifique à tout point de vue. Oui, c'est marrant que tu parles de Call Me By Your Name, parce que justement, avec le type de film, ta description, tout ça, l'acteur, ça m'a fait penser à ce film-là, qui était aussi, je crois, un film d'apprentissage un peu. Oui, c'est un peu ça aussi. C'est pas la même chose parce que déjà la réalisation est pas la même du tout. Mais dans les deux cas, on retrouve une grande sensibilité aussi et qui est plus étonnante pour Sorrentino qui nous avait pas habitués à ça. Donc oui, mais de toute façon, comme il moi c'est un de mes films préférés aussi. Donc c'est super, voilà. ça donne envie de... Et ça fera plaisir aux connaissances italiennes qui peuvent peut-être... C'est vrai qu'on parle pas... C'est assez souvent, je pense, du cinéma italien. Ça reste quand même un pays qui fait des très bons films. Et... Ça s'exporte pas super bien chez nous, en fait. Je pense que c'est ça. Mais ici, c'est parce que c'est lui, c'est parce que c'est Sorrentino. Donc tous ces films, forcément, sortent toujours en France, en Belgique. Mais pour le coup, surtout je sais plus s'il avait eu l'Oscar du meilleur... Je pense qu'il avait eu l'Oscar meilleur film étranger, je pense, pour La Grande Bellezza. Donc forcément, voilà. Ouais. Et d'ailleurs, je vois que ce film sera le représentant italien pour les Oscars 2022, oui, dans la catégorie du meilleur film international aussi. Ça, forcément, tu as plus de chances de sortir ailleurs que dans ton propre pays. Ça, c'est plus sur le contexte italien. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'Italiens, mais le film sur Gucci qui est sorti là au cinéma. Ridley Scott, en effet. Est-ce que tu l'as vu? Non, pas encore. Je m'étais dit que j'allais le voir et puis au final j'ai aussi postposé. Mais sinon, pour une autre transition italienne, il y a une sorte de film documentaire qui s'appelle L'île de la Rose. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non, pas du tout. Non? Donc ça, je l'ai vu sur Netflix donc aussi cette année. Et ça raconte l'histoire vraie d'un ingénieur italien, Giorgio Rossa. Donc il termine ses études d'ingénieur et puis il décide de construire sa propre micronation, une île artificielle sous forme de plateforme dans les eaux internationales à plus ou moins 12 km de Rimini, donc en Italie. Donc il va fonder cet État, il déclare cet État souverain et indépendant, il va créer sa propre monnaie, aussi il y aura un timbre, il aura son drapeau, et ce sera surtout une île où ils pourront par exemple faire la fête, donc il y aura des trajets en bateau de Rimini jusque-là sans limite, mais malheureusement c'est quelque chose qui va rapidement devenir célèbre. Donc l'Italie va s'opposer au fait que ça devienne une nation reconnue par les Nations Unies, je pense. Et puis, il va y avoir des changements au niveau de la distance et au niveau des réglementations pour les eaux internationales, enfin les limites maritimes, ce qui va faire que cette île va tomber dans la limite qui fait partie de l'Italie et le gouvernement italien va décider de couler en fait cette île. Donc une des dernières scènes, on voit que tout le monde évacue, donc c'est lui et son ami fondateur, et l'île se fait entre guillemets bombardée par un bateau. Et c'était un film avec, je crois qu'on a même Daniel Auteuil. La scène commence avec Daniel Auteuil et cet ingénieur, parce que Daniel Auteuil joue le rôle d'un des secrétaires des Nations Unies qui pourrait garantir le statut d'État souverain. Et le reste, c'est joué par j'ai pas son nom, mais c'est un acteur très sympathique qui joue aussi assez bien. C'est une belle histoire aussi sur un fait un petit peu méconnu. Tout ça s'est passé dans les années 60, fin des années 60, je crois en 68. Et donc c'est aussi un fait de l'histoire, la petite histoire de l'histoire du monde, une histoire assez cocasse et assez sympa aussi. Et voir quelles sont les limites que les États acceptent quand on parle de souveraineté. Ça pose problème aussi. On voit, enfin c'est un autre sujet, mais par exemple tout ce qui est crypto-monnaie, on voit que certains États commencent à réfléchir à comment encadrer tout ça. Puis qu'on parle de souveraineté monétaire, par exemple. Et là, c'était souveraineté territoriale, un peu au milieu de nulle part. Il y a un rassemblement qui rassemble les membres, donc il y a une vingtaine effectivement, de gens comme ça qui ont fait leurs petits États indépendants et qui s'inventent plein de choses. Alors ils ont des tailles plus ou moins variables, mais souvent c'est vraiment très très petit. Et ils ont tous un peu une histoire un peu originale. Il y en a un qui a fait ça dans le désert américain et qui singe un peu l'ambiance dictateur communiste, justement pour provoquer un petit peu l'ambiance conservatrice américaine.
Et ça me fait penser aussi, il y avait une station de radio indépendante dans les années 70 au large de l'Angleterre qui passait des musiques rock. Oui, il y a un film Il y a eu là-dessus un statut d'ailleurs. un peu culte. Il y a un D'accord? film Ah ouais, là-dessus, je savais pas. il me semble. Ah Hein. super, d'accord. C'est pas Good Morning C'est bien England possible. Oui, c'est bien possible, ouais. Oui, ça doit être ça, tout à fait. C'est rigolo comme histoire. Donc c'était une chaîne de radio un petit peu de résistance finalement, enfin qui essaie d'avoir ses auditeurs en jouant justement sur la possibilité d'émettre dans des zones qui n'étaient pas territoriales. Je crois que c'était pour échapper à la censure à l'époque, il me semble. Oui, c'est fou de se dire que la radio, il y a une époque où c'était très cadenassé. Donc, notre discussion pour l'instant serait interdite, par exemple. L'idée d'enregistrer et puis de mettre à disposition tout un chacun, il y a 50 ans, c'était impensable. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Donc c'est un film qui est sorti en 2009, qui raconte, enfin en tout cas il y a eu un film effectivement de 2009 qui raconte cette histoire qui s'appelle Good Morning England, germano-franco-britannique, par Richard Curtis. Voilà, donc une radio qui effectivement diffusait du rock et de la musique pop à partir d'un navire ancré dans la mer du Nord, confronté aux tentatives du gouvernement britannique pour les faire stopper. Au niveau série aussi, vous connaissez la série Number 9? C'est une petite série britannique, très inventive, qui joue un peu sur les ressorts aussi de l'impro, avec pas mal quand même de budget, donc les décors à chaque fois sont toujours un peu différents. Mario imagine ce nombre 9 dans un contexte différent. Donc le nombre 9, ça peut être une rame de train, par exemple. Ça peut être une chambre d'hôtel, ça peut être une maison, ça peut être plein de choses. Et à chaque fois, il y a toujours une petite histoire avec les mêmes acteurs, mais qui changent complètement les rôles, qui redistribuent un petit peu et qui inventent une espèce de scénario complètement, alors le plus imbriqué possible. Donc c'est souvent assez rapide, il y a plein de retournements d'acteurs, toujours avec l'idée d'une chute aussi à la fin. Et c'est très chouette. Il y a eu plusieurs saisons, et là je pense qu'ils viennent de rouvrir de relancer leur dernière saison jusqu'à maintenant. Des fois c'est un peu plus trash que d'autres, mais je me souviens d'un épisode sur un champion universitaire de mots fléchés, je me souviens bien. Donc qui se passe dans un milieu, donc Oxford, et il y a une intrigue policière, quelque chose donc une espèce de tension, ça se transforme en thriller, avec l'idée de comment résoudre des énigmes, et souvent très drôle. Sinon, il y a aussi une autre série qui m'a bien marqué cette année. C'est une série de la BBC, c'est en partenariat avec Netflix, si je ne me trompe pas. C'est une série britannique, mais avec aussi une forte influence japonaise. Parce que c'est en fait, oui, il faudra pardonner mon japonais, mais si je prononce bien, c'est Jiri Aji, ce qui veut dire devoir, honte. Et cette série se passe entre Londres et Tokyo. Et c'est une sorte de thriller sur l'effet papillon d'un meurtre dans une ville et les impacts que ça ira sur deux mafias. Donc il y a une mafia, la Yakuza du Japon, qui tout d'un coup commence à être aussi impliquée dans ce qui se passe dans la mafia locale à Londres. C'est une chouette série. Il y a de belles découvertes au niveau japonais aussi, avec des acteurs qui vont jouer dans les deux langues. C'est une belle série sur une sorte d'examen assez sombre, avec pas mal d'esprit, qui est assez audacieux, et une moralité, un peu sur la moralité, sur la rédemption des acteurs. Et c'est assez dommage qu'il n'y ait qu'une seule saison, en fait, parce que je trouve que niveau casting, c'était assez solide, une belle histoire aussi. Et donc ça, l'histoire, je pourrais te mais ça se finit bien, alors, enfin ça se finit bien, dans le sens il y a une fin, bien ou pas, mais c'est pas la question. Mais... Oui, il y a une fin qui fait un petit peu ce bar, qui fait un petit peu nature morte aux US. On dirait donc la dernière scène, c'est un petit peu Hopper, cette peinture dans le bar. Il y a un petit côté Hopper, je dirais. Ça se termine là-dessus. Nighthawks, le tableau. Oui. D'accord, oui. Et est-ce que tu peux rappeler le nom de la série? Jiri Aji. Okay. Donc ça, ce sera dans la description de l'épisode. Donc à chaque fois, on met toutes les descriptions de tout ce qu'on discute, c'est dans l'épisode. Il faut pardonner mon japonais, mais il y aura toutes les références. J'ai retrouvé. Ouais, mon accent était tout à fait compréhensible. En tout cas, Google a reconnu, c'est ça? Et puis, il est difficile de parler de séries asiatiques sans parler de Squid Games. Vous avez peut-être soit vu, soit entendu. En tant que prof, j'ai été sensibilisé sur ce genre de choses. On nous a expliqué, on nous a dit attention, une nouvelle série coréenne qui est en train de tuer des gens enfants. C'est comme si c'était la première, oui. Ça, je trouvais que c'était au départ, c'est peut-être un petit peu gore, mais au final, c'est assez prenant. On s'attache quand même au personnage. C'est aussi un beau cast et on voit je dirais que c'est un cinéma qui commence à avoir son petit succès. Donc, il y a eu par exemple le film Parasite qui a eu un Oscar il y a quelques années. Il y a excellent d'ailleurs. Ouais. Et donc, ce qui est pas mal, c'est de voir qu'ils parviennent à avoir un succès tout en se détachant des méthodes hollywoodiennes ou peut-être du cinéma
occidentale. Et donc là, c'est tout un groupe d'adultes qui sont surendettés, qui mordent à l'hameçon et qui acceptent de rejoindre un jeu qui pourrait les rendre immensément riches. Évidemment, on comprend assez rapidement qu'il n'y en a qu'un seul qui va pouvoir partir avec le magot. Et donc, tout se fait dans des décors assez enfantins. Il y a toujours une musique un petit peu joyeuse. Mais de l'autre côté, on voit vraiment le pire côté des hommes quand il y a des enjeux de vie ou de mort et que l'argent prend place aussi dans ce mélange avec des trahisons. C'était plutôt bien réalisé, je dirais aussi. Il y a eu des effets d'influence un peu malheureux, quoi, mais complètement indépendants du principe de base, quoi. J'avais vu que Jackie Chan, par exemple, donc l'acteur de films d'arts martiaux comiques, quand il a tourné ses premiers films américains, la grande différence avec son cinéma habituel, ça a été de créer un film qui soit beaucoup édulcoré au niveau un peu violent. Cinéma occidental, d'essayer de lisser un petit peu les choses. Et le fait qu'en Asie ce soit un peu différent, c'est vrai que ça permet de faire changer un peu les habitudes. Du coup, je me demande si par exemple un réalisateur comme Tarantino, s'il n'aurait pas un très bon succès en Asie, du coup au Japon ou en Corée, parce que ça c'est quelqu'un qui y va sans mettre de gants. Non, ça me fait penser aussi à un film qui commence à prendre de l'âge maintenant, mais qui était, je me souviens, très connu à une certaine époque. Battle Royale. Battle Royale, voilà, tout à fait. Et qui avait posé aussi un peu ce même genre de questions polémiques sur l'usage de la violence, ambiguïté sur le fait que justement ça pouvait servir à dénoncer aussi des situations un peu philosophiques aussi, en fait, réfléchir sur justement si on ne regarde pas forcément au premier degré, mais qu'on essaie de comprendre un peu justement le type de choses que ça met en œuvre, que ça reste des films intéressants pour un peu l'expérience de la narration, de voir ce qu'on peut faire avec ce genre de film. Mais oui, c'est aussi un film qui a eu un accueil assez mitigé, très débattu. Ça a une influence assez importante sur le monde des jeux vidéo. Tu as peut-être entendu parler c'est en fait le style Battle Royale, donc le dernier personnage qui survit, Last Man Standing un petit peu, qui a par exemple, maintenant il y a Call of Duty, il y a Fortnite aussi, et c'est assez prenant parce que ce sont des parties qui vont durer 10, 15, 20 minutes, qui sont sous haute tension, une partie multijoueur. J'ai moi-même testé un petit peu, je suis pas très bon, mais c'est vrai que c'est très prenant, avec un espace en fait, donc par exemple tu démarres dans un espace assez limité, ça peut être une île, ça peut être une sorte de forêt, qui va diminuer toutes les 3 ou 4 minutes, et donc ça force les gens, entre guillemets, les joueurs à se rencontrer, et ça augmente aussi le niveau de tension. Et la raison pour laquelle cet espace diminue, c'est une sorte de gaz mortel qui commence à se rapprocher, enfin qui encercle de plus en plus les joueurs, et pour pouvoir en sortir, il faut être le dernier, il faut être l'équipe qui gagne. Et alors tu es extrait de cet environnement toxique par hélicoptère. Et ça a vraiment influencé ce jeu maintenant, c'est un style qui est apparu vraiment dans tout ce qui est jeu de tir, entre guillemets. Et avec une morale un peu douteuse. Oui, il n'y a pas de morale là-dedans. Tous les coups sont permis. Personne ne va juger. Et du coup, en fait, ce qui est assez drôle aussi, c'est qu'on voit qu'il y a pas mal de gens qui commencent à tricher, soit utiliser des scripts pour, par exemple, un peu truquer le jeu. Et donc, ça aussi est arrivé là-dedans. Donc, il y en a pour qui gagner compte plus que tout, même si c'est en sachant qu'on a triché pour arriver à ses fins. Mais c'est drôle, c'est presque le comble de l'absurde, parce que justement le jeu est fait exprès pour créer cette situation-là, et on va essayer de sortir du jeu, sortir des règles pour réussir à gagner dans le jeu. Enfin, c'est totalement absurde. Oui, quel est l'honneur après, ou quel est le plaisir de gagner en ayant triché? Oui, puis après, pourquoi avoir joué finalement si c'est drôle. Comme le fait justement, l'intérêt du jeu, c'est peut-être de voir avec les moyens du jeu comment s'en sortir, sinon on voit pas trop l'idée. Mais comme si peut-être justement cette espèce de tension était tellement forte qu'elle est au-delà des habitudes de jeu normales, et que ça donne l'impression que c'est presque une question de survie. De toute façon, il faut gagner parce que voilà, c'est important de gagner, même en trichant. Comme on a parlé beaucoup de violence, on a commencé avec le western, puis après on a parlé de films d'action assez violents, etc. Je me suis dit que peut-être une chanson pacifique, si ça vous dit, je peux peut-être vous en chanter une version. Ouais, vas-y, lance-toi. Je m'en vais de par la ville pour vous faire mes adieux à toutes les filles qui ont pour moi les larmes aux yeux, ainsi qu'à ma bonne amie qui pleure pour son amoureux.
saints frères sous les armes, brise barrière, étrange montagne, traverse mur et sans quartier, et moi qui me nomme la tempête, je suis pas tout renommé. Mon grand-père était gendarme, mon père était lieutenant. J'ai 2 frères dans l'avant-garde, les 2 autres sont au Piémont. Et moi qui me nomme la tempête, je suis chasseur de renom. Nous aurons pour récompense quelques boulets de canon qui nous brisera les membres et nous mettra sans façon par derrière nos tranchées. Nous servirons de gazon. Nous aurons pour récompense quelques boulets de canon qui nous brisera la tête. Mort de mauvaise façon. Merci Clément, tu nous avais promis que ce serait pacifique, mais j'ai quand même entendu parler de Ouais. tranchées de canon, de boulets de canon, Ouais. de l'arme. Alors, ça demande des explications. C'est une chanson napoléonienne, donc d'un soldat qui part au combat et qui chante le fait qu'il va mourir. Mais donc c'est en fait, voilà, moi je l'interprète comme une chanson pacifique dans le sens où ça montre un peu l'absurdité de la guerre et le fait que à quoi sert le combat si de toute façon c'est pour mourir et faire pleurer tout le monde. C'est vrai que c'est une chanson qui est aussi chantée dans les promotions militaires. J'ai appris ça. Donc c'est à la fois une chanson pacifique et une chanson militaire. Et donc, on fait un retour vers la violence avec le seul qui est une licence pour tuer, donc James Bond. C'est le premier film que j'ai revu en salle et je sais qu'on l'a tous vu depuis. Je sais que Clément, tu avais pas mal de choses à dire là-dessus, si tu veux peut-être commencer. Pas mal. En fait, moi, j'ai adoré. Et j'ai été surpris d'adorer. Quand j'étais voir le film, je me suis dit, oui, en fait, j'y vais juste parce que c'est James Bond, que j'ai déjà vu les autres et que voilà, c'est un peu une tradition, machin. Mais j'avais un peu oublié pourquoi j'allais voir ces films-là. Je me dis, bon, c'est un film d'action, effectivement, un peu violent, machin. Voilà, on sait bien que c'est des espèces de faux romans, entre guillemets, de trailers pas très sophistiqués, qui ont été mis en film, qui est devenu un petit peu un mythe. Mais voilà, je me disais finalement, c'est vrai que c'est un peu bizarre de faire ça. Et puis bon, je me suis dit ça, mais j'étais quand même dans la salle et le film a commencé. Et alors, en fait, d'emblée, donc les premières images du film sont quand même assez incroyables. Une ambiance, c'est très très scénique, des grandes scènes. Et c'est à la fois calme, lent, et quand même, voilà, dans les 5 premières minutes, on a de l'action très intense. Mais on est tout de suite plongé dans ce film qui a un rythme quand même qui laisse beaucoup de temps pour digérer justement ces scènes. Donc ça alterne entre justement scènes d'action, scènes plus calmes, et toujours dans des décors quand même incroyables. Hein. C'est filmé, donc on a de la neige en Norvège, entre la Norvège, on a aussi l'Italie, et de petits ajouts dans le film qui n'étaient pas obligatoires. Donc il y a une recette finalement de James Bond, hein. Il faut qu'il y ait un méchant, il faut qu'il y ait une arme secrète, il faut qu'il y ait des gadgets particuliers, etc. Mais là je trouvais que tout était utilisé dans un sens beaucoup plus créatif que ce que j'aurais pu attendre éventuellement de ce genre de film. Et alors donc ça prend des proportions assez dingues, hein. On a quelque chose un peu presque mythologique à la fin du film. Ce qui est vraiment intéressant dans ce film, c'est qu'on reprend tout ce qui fait un film d'action, donc finalement effectivement des explosions, de la violence, mais on l'utilise dans un sens que je trouve intéressant. Et ça c'est quand même très difficile à faire. En fait, je crois pas avoir vu de film d'action qui l'utilise comme ça aussi bien. Il faut toujours qu'il y ait un méchant un peu particulier. Je trouve que l'esthétique du méchant aussi, elle est bien trouvée. Il a une ambiance, il a donc un
un passé un peu particulier qui le met dans une certaine disposition avec des costumes un peu japonisants, justement, d'ambiance. Il a un genre de jardin japonais, tout ça. Il y a aussi le masque japonais. Et c'est plein de petits détails qui ajoutent une profondeur, enfin quelque chose comme de la matière au film et qui fonctionne, je trouve, très bien. Effectivement, on aurait pu faire le même film avec des choses beaucoup plus. Enfin, tout ce genre de choses-là aurait pu être considéré comme superflu. Et ça aurait été dommage, parce que c'est vraiment des choses qui ajoutent. Alors, il y a toujours la même. Oui, même l'arme secrète, je la trouve très très bien pensée, liée à l'actualité. Même là, il y a quelque chose qui donne à réfléchir. De manière générale, je sais pas, c'est vrai que c'est drôle, c'est quand même complètement paradoxal, mais je trouve qu'on arrive à faire un film d'action de bon goût. Enfin, on arrive à créer un espèce de sentiment d'élégance et de raffinement avec des explosions et des gens qui s'entretuent. C'est vraiment étrange. Il y a aussi beaucoup de personnages secondaires qui arrivent juste quelques minutes, mais qui sont bien pensés, qui sont pas juste là pour dire que, mais qui ont une personnalité, ils ont un charisme. Et ça aussi, c'est assez chouette. En fait, il se passe énormément de choses dans ce film, alors qu'on aurait pu justement croire avoir déjà tout vu dans un James Bond. Pouvoir penser que, en fait, on peut connaître tous les scénarios à l'avance, on n'a pas besoin de voir ces films-là. Et là, c'est vraiment pour moi, ça a été vraiment une grosse surprise de me dire, mais effectivement, en fait, on peut faire plein de choses avec ce motif de base que serait James Bond, et qui peuvent servir en fait à nourrir finalement tout un tas de propositions qui peuvent fonctionner très bien dans un film. Aussi un James Bond qui prépare l'avenir, donc on voit qu'il y a aussi une tendance un peu plus diversité et inclusion. À mon sens, des termes qu'on met souvent ensemble, par exemple quand on parle dans le milieu des entreprises, on entend souvent, on essaye d'inclure tout le monde. Et donc il y a par exemple aussi, on voit un James Bond qui est moins machiste que l'habitude, donc c'est Qui dit je t'aime. Qui dit je t'aime, qui change son approche. Et il y a une préparation vers le prochain agent 007 sera probablement une femme qui sera non blanche. Donc ça, c'est déjà aussi une petite révolution. Il y a beaucoup de fans qui demandaient aussi des changements là-dessus. Donc là, on voit qu'on accepte de casser des limites qui avaient été mises en place, qui n'avaient pas spécialement une raison, vu qu'on part simplement d'un agent à un espion, que ce soit un homme ou une femme, au final, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc le prochain sera sûrement bien différent de ce qu'on connaît, avec aussi des talents qui forcément ne doivent pas toujours être masculin ou blanc, donc ça pour moi c'est aussi un bon changement. Oui, pour moi c'est vraiment la force de celui-ci, c'est d'avoir réussi en fait à réinventer un peu le mythe finalement, tout en restant James Bond. Parce que au-delà du fait que évidemment à notre époque c'est complètement inaudible si on réalisait un James Bond comme il y a 30 ans, évidemment ça ne fonctionnerait pas. Mais même je trouve que c'est bien dans l'absolu de se dire pas juste se reposer sur ses acquis et de un peu se renouveler quoi. James Bond plus dans son époque, ça c'est sûr. Je pense que si on adore les films d'espionnage ou ce genre-là, on n'est quand même pas déçu. On est au contraire. Ça reste toujours d'excellente qualité. Moi, j'ai été presque étonné justement de voir à quel point on voyait de l'effort qui avait été mis quand même dans quelque chose qui reste un film d'espionnage. Et en fait, on voit que chaque partie, elle a vraiment été presque trop pensée, quoi. Je sais pas. On a l'impression de se dire, mais comment qu'est-ce qu'ils ont fait pour faire passer autant d'inventions, justement de se dire, ah, mais là, il faut vraiment qu'on fasse des choses comme ça. Même les personnages secondaires, mais par exemple le rôle de l'américain qui intervient, c'est très bien pensé. Je trouve il arrive dans les 2 premières secondes, on se dit, ah, celui-là, il est un peu bizarre, on n'a pas envie de le voir, mais on se dit, bon, effectivement, un genre de film, ça peut arriver qu'il y ait un personnage comme ça, qui est un peu caricatural et tout ça. Et en fait, c'est justement cette caricature qui va être utilisée dans le film à l'encontre de ce personnage-là. Donc voilà, en fait, il n'y a aucun élément du film qui est laissé au hasard. On va toujours reprendre un élément et il y aura toujours une utilisation en fait de tout ce qui est dans le film, tout est utilisé et ça c'est quand même très fort je trouve. Après pour moi on reste quand même en dessous d'un Skyfall par exemple. Pour moi c'est pas le meilleur James Bond depuis que Daniel Craig est là en tout cas. Moi je trouve que Skyfall ça reste quand même le sommet. Moi j'ai un peu de mal aussi avec Léa Seydoux. Elle manque un peu de charisme. Donc elle me convainc pas tout à fait. En termes de personnages féminins et des rôles féminins justement dans le James Bond qui sont plus forts qu'elle alors qu'elle a finalement le premier des seconds rôles si on peut dire. Par contre, il y a une profondeur au niveau de son personnage, de l'écriture, qui est intéressante. Quoi. Oui, à mon avis, le problème, c'est bien plus de l'interprétation que de l'écriture. Aussi, niveau de l'écriture, je trouvais ça très drôle de faire un James Bond père de famille, quoi. En sachant que c'est quand même souvent le public aussi de ce genre de film, un petit peu, on peut imaginer, voilà. Un public familial. Et là, c'est le public qui se retrouve dans le film, quoi. C'est James Bond qui essaye de s'enfuir avec sa famille en Jeep. C'est marrant d'avoir eu cette idée-là, d'essayer de réintégrer le public à l'intérieur du scénario lui-même. Alors qu'avant, c'était plutôt l'idée de se dire, mais non, justement, ce que les gens veulent, c'est sortir de leur quotidien, on va leur montrer exactement ce qu'ils ne sont pas, donc une espèce de célibataire qui séduit tout le monde, qui tue, etc. Et là, c'est plus essayer vraiment de réintégrer, peut-être de redonner de l'aventure à la vie de famille, de se dire, mais non, mais finalement, peut-être qu'on peut imaginer un scénario où chacun prend part un peu à la situation et tout le monde est un petit peu James Bond. C'est vrai que c'est un peu peut-être l'idée de ce film.
C'est aussi une belle Mhm. approche pour préparer la sortie de Daniel Craig. Mhm. On le voit dans le film qui est un petit peu usé, qui commence à en avoir assez, Ouais. qui aimerait prendre sa retraite. Il part pêcher à un moment pas loin de Cuba. Et on voit qu'il est par exemple second sur pas mal de choses. Donc la nouvelle 007 qui arrive plus rapidement à destination, qui est plus efficace, plus agile. Et on prépare lentement un peu sa mise à l'écart. Et il l'accepte aussi. Donc c'est un truc qu'on n'a peut-être pas imaginé par le passé non plus. Non, et je trouve que ça, c'est aussi très bien fait. Encore une fois, ils auraient pu rater tellement de choses. Et la transition, effectivement, de créer la fin de ce personnage-là, de poser les bases pour une autre suite est bien faite. Et de laisser la porte ouverte à une suite. Se dire, mais en fait, voilà, c'était quand même qu'une incarnation de la possibilité d'un 007 et on peut en avoir d'autres. Si on le prend même en tant que film unique, quelqu'un qui débarque au départ de James Bond, il voit quand même un type qui arrive à se sortir de n'importe quelle situation de façon complète, presque invraisemblable. Il tire dans n'importe quelle direction, il touche quelqu'un, il gâche aucune balle, vraiment. C'est vraiment voilà, complètement une espèce de super-héros surhumain. Mais donc la fin du film qui amène la possibilité justement de passer à autre chose, de passer à un autre personnage, ça rééquilibre aussi. Donc même du point de vue juste scénario film en tant que tel, on utilise quelque chose qui sort complètement du réalisme standard du film, parce que le film a l'air d'être quand même réaliste. On a un personnage qui est presque un super-héros, mais justement qui n'a pas le fin mot de l'histoire. Et donc on rééquilibre aussi ce côté-là. Pour moi, peut-être le seul point négatif, ça aurait été sur la durée du film. Je Un peu pense que trop long. c'était 3 heures. Ouais, c'est trop long. Donc c'est vrai, c'est vrai, je me souviens plus trop bien de Skyfall. Est-ce que c'est dans celui c'est le premier en fait de Daniel Craig, Skyfall, Non. c'est ça? Non, le premier c'est Casino Royale, Ah puis oui, d'accord. Quantum c'est ça. of Solace, puis Skyfall, Ah, d'accord. puis Spectre et enfin celui-ci. Ah oui, Skyfall, c'était en Turquie. C'est le dernier avec Judi Dench. J'aime beaucoup Ralph Fiennes, mais quand même, Judi Dench c'est quand même mieux quoi. Une petite transition sur Ralph Fiennes. Il y a un autre film dont je voulais vous parler, c'est The League, le fait d'avoir fait une sorte de fouille. Et dans ce film, on voit une veuve qui possède un domaine immense à Woodbridge, au Royaume-Uni, et elle soupçonne depuis toujours qu'il a probablement une sorte de trésor sous des tertres. Donc, elle a plusieurs buts sur son terrain qui pourraient être des tumulus, donc des sortes de composants de dispositifs funéraires. Et c'est joué par Carey Mulligan et elle engage donc cet archéologue amateur qui est joué par Ralph Fiennes, qui est un archéologue autodidacte. Donc c'est un gars qui n'a pas les certifications ou les diplômes, qui fait ça par passion, qui de temps à autre essaie de se raccrocher à des fouilles. Et donc on le connaît pour avoir joué donc M, le boss de James Bond, dans le dernier James Bond. C'est un beau film parce que c'est un film qui prend son temps aussi, qui nous plonge un petit peu dans le monde de l'archéologie, avec aussi une sorte de bataille pour le pouvoir, pour l'influence, quand la nouvelle commence à sortir et à fuiter et qu'il pourrait y avoir une sorte de tombeau viking. Tout le navire viking qui a été en fait enterré là, dans ce domaine. On voit directement les archéologues très connus du Royaume-Uni qui viennent essayer d'avoir la main mise sur la fouille pour avoir leur nom sur les découvertes et de spolier l'autodidacte qui a fait la plus grande partie du travail. Donc c'est basé sur une histoire vraie avec, je pense que l'archéologue s'appelait Brown, qui a été aussi spolié pas mal au niveau reconnaissance, qui en fin de vie, je pense, a aussi reçu. Et donc c'est sorti en 2021 et c'est en partie production Netflix, donc ça devrait être disponible aussi. Et l'actrice principale, elle a joué notamment dans Wall Street, pas le loup de Wall Street, dans Drive et dans Great Gatsby. Donc on la connaît aussi pour ces rôles-là. D'accord. Qui joue bien son rôle. Donc quelqu'un de sensible, un peu souffreteux, malade, mais qui a aussi une passion et un bon cœur aussi. Et alors, c'est un film de Tweed qui ont l'air très très chouette. Ralph Fiennes aussi, l'acteur du fameux The Grand Budapest Hotel. Ouais, on en parlait avec Thibaut récemment. C'est vrai que j'avais oublié qu'il avait joué là-dedans, mais maintenant ça me dit quelque chose. Est-ce qu'il jouait pas à la réception ou c'était le Oui, je directeur crois. de l'hôtel un des deux. Peut-être, bien possible. Il a vraiment effectivement un physique qui convient très très bien quoi, à ce genre d'ambiance. Monsieur Gustave dans le film. Je pense qu'il prend sous son aile le jeune garçon, non? Il voyage en train plusieurs fois, je me souviens de quelques scènes. Ils sont dans Le concierge. C'est le concierge. Le concierge de l'hôtel, ouais. Renommé apparemment. Le Grand Budapest Hotel avait été inspiré par Stefan Zweig apparemment. Ah ouais, super écrivain aussi. J'ai acheté son livre sur l'Europe, souvenir de l'Europe d'avant-guerre. Je suis en train de le lire. Ça a l'air vraiment très très bien. Ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est celui sur les échecs. Ça m'avait bien plu aussi. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais vous parliez des micro-États. Alors moi, j'ai écouté il y a déjà quelques temps un podcast, enfin, je connais le podcast depuis assez longtemps, c'est sur France Inter, ça s'appelle Full Continental. Alors malheureusement, ça n'existe plus. C'était vraiment très très bien fait. Le principe, c'est de partir à la rencontre de jeunes et de questions internationales, surtout autour de l'Europe. C'était Caroline Gillet qui faisait ça. C'était vraiment vraiment bien pendant tout l'été 2018. Et c'était en collaboration avec la première. C'est pour ça que ça passait aussi sur la première en Belgique. Et celui-ci parle des micronations justement, et notamment du Liberland. J'aime beaucoup son approche
approche, Caroline Gillet, sa manière de construire les podcasts, c'est à la fois Mm. détendu et en même temps des questions, on va un peu plus en profondeur, et en tout cas des questions qui ne sont pas abordées habituellement dans ce genre d'émission. Et voilà qui termine un nouvel épisode de